Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils ont alors décidé de devenir des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur histoire incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, recruteur de passionnés du Web3 et cofondateur de Bounty Chasseur, la solution qui démocratise le recrutement par recommandation, pour vous permettre de recruter de nouveaux talents de manière rapide et ultra compétitive. Contactez-moi sur LinkedIn pour déposer votre première offre sur Bounty Chasseur. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Naomi Aliwa. Elle est présidente de Women in Web3. Comment tu vas, Naomi ? Ça va très bien. Et toi, Romain ? En pleine forme. Écoute, comme d'habitude, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3 ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis jeune diplômée de Polytechnique. J'ai été diplômée la semaine dernière, donc j'ai tout juste 24 ans. Avant ça, j'étais vraiment spécialisée dans l'IA. Depuis mes 18 ans, j'ai vraiment pris passion pour la data science. Donc voilà, j'ai fait énormément d'hackathons, j'ai fait énormément de cours en ligne, j'ai fait énormément de stages en tant que data scientist. J'ai fait du coup ma licence à Dauphine en maths info. J'ai enchaîné du coup avec un master de recherche en intelligence artificielle à l'école polytechnique. Et puis voilà, et puis finalement en dernière année, après avoir fait vraiment tout le tour des algorithmes en IA et puis tout le tour entre guillemets des problématiques, je me suis dit que ça serait bien de m'ouvrir à autre chose. Et puis voilà, j'ai lu un livre sur le Web3 et puis c'est parti comme ça. Félicitations pour ton diplôme en tout cas. Alors effectivement, tu étais déjà bien imprégné dans la tech, on va dire. Tu étais plutôt côté intelligence artificielle. Donc tu as un petit peu anticipé ma question suivante, qui était qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce shift vers le Web3 ? Tu me parlais notamment d'un livre. Alors peut-être si tu peux peut-être nous dire quel livre c'était et puis après finalement voilà, qu'est-ce qui t'a convaincu définitivement de mettre un pied puis les deux dans ce secteur ? Ouais, ouais, bien sûr. Écoute, j'étais partie, du coup, j'avais fait un voyage à New York au mois de septembre donc, du coup, avec des étudiants de HEC. Et là-bas, j'ai rencontré du coup des copains qui m'ont parlé pour la première fois du Play to Earn. Donc vraiment, je me rappelle de ce dîner où ils m'avaient raconté le Play to Earn, le jeu sur la blockchain, etc. Et franchement, j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie, donc ça m'avait vachement intriguée. Je m'étais surtout dit qu'ils étaient un peu je sais pas, bon, qu'ils étaient un peu décalés et puis que c'est pas grave. Finalement, ses copains, c'est Human Divergence. Donc c'est un jeu qui vient de lever des fonds là avec Pirates Lab et qui est en train de très bien se développer. Et du coup, suite à ça, j'ai juste commandé un livre sur Amazon sur les NFT, mais le livre était même pas, je me rappelle même plus du titre. C'était vraiment pas incroyable, mais c'est juste que, c'était vraiment un livre de 50 pages. Et en fait, ça m'a juste expliqué un peu les bases de la blockchain, les bases des NFT. Et en fait, de là, ça m'a surtout donné envie de vachement creuser, quoi. Donc, de ce livre, en fait, qui n'est pas grand intérêt, entre guillemets, j'ai du coup regardé vachement voilà, des vidéos sur YouTube. J'ai commencé à lire pas mal de white papers. J'ai commencé à scroller un peu tous les articles qu'il y avait sur Internet. J'ai commencé voilà, à follow des gens intéressants sur Twitter. Enfin, ce livre, c'était vraiment en fait ma porte d'entrée pour comprendre. Et après, il y a tout qui a été très très vite, mais voilà quoi, de manière un peu plus seule du coup entre guillemets que accompagnée d'un livre. Ok, donc on a ce livre. Ensuite, on va dire que tu t'es mis à diguer, comme on dit, dig the rabbit hole, dans ton coin. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment tu as fait pour mettre vraiment un pied professionnel dans le milieu et notamment, je crois que tu avais eu une première expérience professionnelle dans une entité. Je sais plus si c'était un stage ou un contrat d'apprentissage. Voilà, est-ce que tu peux nous dire comment tu as postulé peut-être et comment tu es tu es arrivé dans le milieu professionnel? Ouais, alors du coup c'était pas du tout mes plans. Du coup voilà, moi j'étais en IA donc j'avais
enfin, j'avais du coup trouvé mon stage de fin d'études depuis des mois déjà. Donc, je devais partir dans le département de recherche en data aux Nations Unies à New York. Donc, c'était un peu la concrétisation de mon diplôme, le stage de mes rêves. C'était un peu, voilà, l'ouverture sur New York, l'ouverture sur les Nations Unies. Et pour moi, enfin, voilà, ça, c'était assez ancré. Donc du coup, après avoir lu ce livre et après m'être intéressée à la technologie blockchain, j'ai rencontré voilà dans la foulée une fille qui était aussi comme moi, qui s'intéressait vachement à la blockchain. Et puis on a commencé à monter ensemble un projet de social token. Donc du coup, comment mieux rémunérer les influenceurs par du coup la tokenisation un peu de l'attention des fans. Euh, ce qui est un peu similaire à ce qu'on voit avec Pulse, de projet de Hugo Renaudin, actuellement. Donc, en fait, je suis vraiment rentrée dans le milieu professionnel par l'entrepreneuriat parce que voilà, le Web3, c'est vraiment un monde de builder. Et en fait, ouais, créer mon propre projet Web3, ça a été aussi me poser énormément de questions de tokenomics, donc apprendre la tokenomics un peu toute seule. Voilà, j'ai appris tout ce qui était aussi voilà DeFi, comment créer une liquidity pool, euh, pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'Uniswap en fait? Si on veut l'intégrer à la plateforme, il faut d'abord deep dive sur Uniswap entre guillemets. Donc mon premier pas, ça a été vraiment ce projet. Euh, et puis finalement, ce projet m'a tellement passionnée et le monde de la blockchain m'a tellement passionnée que je me suis dit, mais en fait, je peux pas partir dans 6 mois faire de la data à New York alors qu'en fait, je crois 1000 fois plus à la blockchain. Donc voilà, donc dans la foulée, j'ai annulé mon stage à New York, donc le stage de mes rêves. Je me suis dit bon enfin la blockchain c'est vraiment à prendre maintenant et j'ai déjà du retard entre guillemets parce que je me suis pas mis en 2012 et je peux pas continuer avec ce retard. Donc voilà. Finalement ce projet s'est pas concrétisé. On s'est séparés avec ma cofondatrice. Et puis voilà, dans la foulée, j'avais rencontré du coup vachement la communauté. J'avais organisé un side event NFT Paris avec Human Divergence, du coup sur le NFT et le gaming. Là-bas, on avait du coup invité notamment Bilal El Alami à parler lors d'un panel sur le gaming. Et puis voilà, quand mon projet s'est pas concrétisé, j'ai rappelé Bilal. Je lui ai dit que je voulais vraiment faire un stage au sein de Pirates Lab, qui était un incubateur de start-up Web3, vu que voilà, j'étais très intéressée par l'entrepreneuriat, par le Web3. Et voilà, dans la foulée, Bilal m'a proposé un stage du coup dans le département de finances décentralisées, donc de DeFi, au sein de Pirates Lab. J'ai pu faire mon stage du coup de recherche de fin d'études là-bas. J'ai exploré énormément de problématiques DeFi, donc que ça soit des problématiques DEX, des problématiques de protocoles de lending, borrowing, des problématiques de tokenomics, quoi d'autre? Ouais, des problématiques aussi de option market maker. Et voilà, donc travailler dans une boîte Web3, dans un département DeFi, ça m'a encore plus passionnée par le domaine, ça m'a fait rencontrer encore plus la communauté et ça m'a vraiment convaincue de mon choix de rester dans la blockchain, quoi. Ok, donc à aucun moment t'as regretté d'avoir refusé une opportunité à l'ONU, quoi. Un petit peu, c'est vrai, parce que partir à New York à 24 ans à l'ONU, c'est un peu une consécration. Mais en vrai, je suis convaincue de la technologie blockchain sur le long terme. Et, euh, et voilà, et je suis très contente aujourd'hui de pouvoir donner ma part enfin, voilà, contribuer à l'essor de cette technologie. Ok, merci pour ta franchise. Alors, c'est comme ça que je t'ai présenté, et c'est d'ailleurs aussi comme ça que j'avais fait ta connaissance, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, tu es présidente de Women in Web3. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de lancer, alors je sais pas comment on peut la décrire, une association, un mouvement, c'est toi qui nous diras. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de Women in Web3? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, du coup, on est une association par la loi 1901, mais on se considère plutôt comme une communauté, un collectif pour être un peu dans l'ADN Web3. Du coup, moi, depuis mes débuts, entre guillemets, dans la blockchain, je pense un peu comme tout le monde, j'ai été à pas mal d'événements, blockchain. J'ai été au Paris NFTD, à la Paris Blockchain Week, à tous les side events de NFT Paris, etc.
Et c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, je me rendais compte que j'étais l'une des seules filles, que je rencontrais énormément d'hommes dans ce secteur, mais très peu de filles. Et je pense que ça a été très flagrant lors de l'événement peer-to-peer du mois de février, il me semble, qui était un événement développeur. Et en fait, je suis pas forcément développeuse blockchain, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et en fait, j'étais vraiment l'une des seules filles quoi dans la salle. Donc voilà. Donc plus j'allais à des événements, plus je me disais non, c'est super intéressant, mais je comprends pas pourquoi je rencontre peu de femmes, quoi. Enfin, je comprends pas. Donc, dans la foulée, j'avais un peu cette idée de, de lancer un événement femmes, quoi, pour intéresser plus de femmes dans ce secteur. J'ai mis un message sur LinkedIn, euh, je pense début juin, ou fin mai, quelque chose comme ça, en disant, bah voilà, venez les femmes du secteur, bah, venez, on se rencontre, on se prend une bière ensemble. Donc voilà, juste pour se réunir. Je pensais avoir 30 réponses et en fait, il y a eu plus de 400 réponses sur le lien Eventbrite que j'avais mis. Donc à partir de là, je me suis dit, ok, enfin, j'ai vraiment deux solutions. Enfin, j'avais annoncé la date pour, je crois, une semaine ou 10 jours plus tard. Donc je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit je crée un événement, vraiment pour 400 personnes en 10 jours, soit, voilà, je laisse tout tomber parce qu'en soi, j'ai une vie, quoi. Je veux pas, enfin, voilà, je veux pas ne pas dormir. Et en fait, j'ai fait vraiment le choix d'organiser du coup cet événement de A à Z. Donc ça voulait dire trouver des sponsors, ça voulait dire trouver un lieu, ça voulait dire trouver un panel. Enfin bref, trouver un traiteur aussi, enfin trouver tout ce qu'on peut trouver pour un événement. Trouver une team aussi pour m'aider pour l'organisation. Et voilà. Et en fait, j'ai fait ce pari. J'ai vraiment réuni une team en une semaine. J'ai pu rentrer en contact du coup avec Sunbox, vraiment en leur envoyant un message sur LinkedIn. Du coup, ils ont sponsorisé ce premier événement. Ils ont été, voilà, ça a été vraiment les premières personnes à nous faire confiance. Finalement, l'événement, il y avait plus de 250 femmes qui étaient présentes en fait pour parler Web3. Ça a été vraiment voilà, une soirée d'introduction au Web3 assez débutante. Mais ça a été vraiment le début, quoi, la genèse et puis l'essor de quelque chose d'incroyable. Et à la suite de cet événement, je me suis dit, en fait, c'est pas possible, il y a tellement de femmes finalement qui sont intéressées. Enfin, fait des mois que je suis dans le secteur et que j'ai croisé 20 femmes à tout casser. Et en fait, là, je vois 250 femmes s'intéresser au Web3, quoi. Donc voilà, de là, l'événement était le 8 juin. Pendant 2 mois, enfin 3 mois du coup, juillet, août, on a vraiment construit la team, voilà, construit la team, construit la stratégie, construit la vision. Enfin, on se réunissait voilà toutes les semaines avec plusieurs filles. On est maintenant 8 filles dans la team. Et voilà, et puis on est reparti au mois de septembre avec plein d'ambition. Là, on en est à notre 6e événement. On a vraiment pour valeur d'éduquer, de connecter et d'empower les femmes dans le milieu. Donc éduquer, on a notre propre newsletter. On publie nos propres articles sur Twitter. Connecter, on fait énormément d'events in real life, donc avec différents sponsors. Et Empower, on a notre propre podcast, un peu comme toi, Romain, où on met en lumière en fait des femmes modèles, des rôles modèles. On essaye de parler de sujets tech, mais pas que. Et voilà, et puis on a énormément de sponsors qui nous ont fait confiance aussi. On est partenaire de la BPI, on est partenaire de Sunbox, on a été partenaire des Web3 conférences. Récemment, on a fait un event DeFi avec Morpho. On a pu réunir plus de 80 femmes sur la DeFi, alors que voilà, j'étais à un event DeFi il y a quelques temps, au mois de juillet, de DeFi France, qui sont des events juste incroyables, et on était 2 femmes sur 100, quoi. Donc là, c'est vrai que réunir 80 femmes sur un sujet DeFi, ça a été vraiment une consécration. Et voilà, un peu où en est l'association Women in Web3 aujourd'hui. Félicitations en tout cas, c'est une belle réussite. Tu t'arriverais à expliquer ce qui fait que dans un événement DeFi entre guillemets non tagué, un événement Women, tu as uniquement deux femmes sur 100 participants, et que en fait toi, quand vous organisez dans le cadre de l'association, vous arrivez à avoir 80 femmes qui se déplacent pour l'événement. Tu saurais te dire pourquoi vous avez réussi à analyser ça? C'est vrai qu'en discutant avec des filles de la communauté,
Il y en avait énormément qui sont en fait voilà dans le milieu depuis longtemps, mais qui osaient pas se déplacer, aller aux events, ou alors qui avaient été une fois et qui s'étaient sentis un peu c'est vrai que voilà, être la seule femme parmi autour de plein d'hommes, ça met pas tellement en confiance. C'était voilà ce que j'avais ressenti un peu quand j'avais été à cet événement de développeurs. J'avais rejoint là-bas un copain qui m'avait dit bah viens on discute et tout, et je lui avais dit en vrai je suis pas à l'aise de discuter dans un groupe de 15 mecs, quoi. Enfin, même si, voilà, même si c'est sûr qu'il y a plein de choses à apprendre, c'est vrai que on est moins à l'aise en tant que femme. Donc, c'est vrai que Woman in Web 3, ça a été l'occasion pour plein de femmes de se sentir à l'aise pour une fois d'aller à des événements. On est aussi confronté à énormément de femmes qui bossent dans des boîtes Web 3, mais voilà, qui bossent dans des fonctions voilà, de RH, de marketing, de community management, et qui disent non mais moi je suis pas tech, donc genre je suis moins légitime d'écouter ces sujets, alors qu'en fait pas du tout. Enfin, avoir un pied dans le web 3 d'une manière ou d'une autre, il faut pas avoir fait une école d'ingénieur, ou il faut pas être tech pour euh, pour pouvoir écouter des sujets tech, quoi. Donc voilà, donc je pense qu'on essaie vraiment de mettre les femmes en confiance. Aussi, une femme, elle est beaucoup plus à l'aise de poser des questions sur un public de femmes, sur un panel de femmes. On essaye aussi voilà, de remplir nos panels avec vraiment des femmes modèles pour mettre à l'aise tout le monde, mais pas que. On a aussi une règle un peu marketing, entre guillemets, qui est que les hommes peuvent venir à condition qu'ils ramènent une plus un. Donc cette règle a fait énormément polémique, entre guillemets, mais l'idée derrière ça, c'est que voilà, on est tous passionnés du Web 3, on veut tous que le Web 3 se démocratise. On discute tous du Web 3 avec notre famille, avec notre petite amie, avec nos amis, etc. Et en fait, on aimerait bien qu'ils s'y intéressent. Donc, à notre précédent événement, du coup, avec cette règle du plus 1, il y a énormément de filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit ah en fait c'est mon collègue qui m'a amené en me disant mais je suis sûre que ça va t'intéresser, et en fait c'est vrai que ça m'intéresse vachement. Donc voilà, donc on essaye de mettre les femmes en confiance, on essaye de dire aux hommes de venir accompagnés d'une femme pour l'intéresser, et je pense que c'est ça qui donne vraiment cette impulsion à nos événements à Women in Web 3. Ah, c'est une super idée. Écoute, j'espère que d'autres events, en tout cas, s'en inspireront. Je trouve ça vraiment smart. Tu parlais de femmes modèles tout à l'heure. Du coup, ça va me faire anticiper une de mes questions. Mais est-ce que je sais pas, tu pourrais nous citer peut-être une ou deux de ces femmes modèles et pourquoi elles vous inspirent et pourquoi vous avez souhaité les mettre en avant, justement? Oui, la première femme qu'on a mis en avant, c'est Claire Balva. C'est vrai que, enfin, Claire Balva, pour moi, c'est une des femmes les plus inspirantes du secteur. Déjà, c'est une des pionnières du secteur. Elle est là depuis le début, depuis 2017. Bon, voilà, je regarde souvent ses interviews, ses prestations. Euh, elle est vraiment impressionnante. Elle connaît tout sur tout sur le secteur. Et, et puis voilà, elle a fondé un cabinet de conseil qui a ensuite été racheté par KPMG. Elle a ensuite pris la tête du département blockchain de KPMG avant de s'en retirer il y a quelques semaines ou quelques jours, en fait, je pense. Donc pour moi, voilà, Claire Balva, c'est une des pionnières du système. Elle a vraiment ouvert la voie à énormément de femmes. Et c'est vrai que quand je discute avec certaines femmes, elles me disent toutes ah oui, c'est parce qu'on a vu Claire Balva, comme on a vu, voilà, Claire Balva, la mise en lumière de Claire Balva, que ça nous a donné confiance à nous aussi de se mettre dans l'écosystème. Je peux citer aussi Ambre Soubirin, qui est à la tête de Kaiko. C'est vrai que voilà, en discutant avec plusieurs employés de Kaiko, ils m'ont tous dit ah oui, mais si Kaiko s'en est là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à Ambre qui dirige voilà Kaiko d'une main de fer. Donc c'est vrai que pour moi, voilà, Claire Balva, Ambre Soubirin, c'est des femmes qui sont impressionnantes. C'est des femmes qui ont un excellent background. Claire a fait l'ESCP, Ambre il me semble, elle a fait un master ou un doctorat en mathématiques avant de prendre des hautes fonctions chez HSBC. Et voilà, en fait, c'est des femmes qui ont décidé de réussir leur voie professionnellement par le secteur de la blockchain. Et je pense qu'on a besoin de plus de femmes voilà, excellentes dans ce milieu. Et sinon, à l'international et d'un point de vue un peu moins tech,
c'est vrai que je peux citer Yam Karkai, qui est la fondatrice de World of Woman. C'est du coup l'artiste derrière toute cette collection NFT qui est, enfin voilà, moi je la trouve très très belle, enfin, artistiquement parlant. Et voilà, en plus de construire une super jolie collection NFT, derrière il y a tout un message de diversité, d'inclusivité. La fondation World of Women du coup sponsorise énormément d'actions pour les femmes. Ils ont été donateurs de la Maison des Femmes à Bobigny, il me semble, ou alors dans le 93, je me rappelle plus très bien de la ville. Mais voilà, donc ils ont été donateurs, ils sont aussi donateurs pour des associations de femmes en Afrique. Donc c'est vrai que finalement, derrière une collection NFT, voilà, il y a de la spéculation, il y a des collectionneurs aussi, etc. Eux, ils ont créé un énorme message d'inclusivité, de diversité et de grands dons derrière pour des grandes actions en fait dans le monde réel. Merci pour ces 3 partages. Bien entendu, on mettra les liens vers les profils de ces personnes dans le descriptif de l'épisode pour ceux qui voudraient en savoir plus. Si on revient un peu plus sur toi dans le Web3, tu dirais que c'est quoi qui te fait kiffer au quotidien et qu'est-ce que tu trouves particulièrement cool dans cet univers et voilà qui fait que t'es hypé au quotidien d'en être un acteur et un builder. Ce qui me hype entre guillemets dans le Web3, c'est vraiment la communauté. En fait, après avoir organisé le premier side event NFT Paris, du coup sur le gaming avec Human Divergence, j'ai été impressionnée par la communauté, par cet élan, par le fait que en fait c'est vraiment une communauté de curieux, enfin tout le monde think out of the box, où tous les gens veulent build, où tout le monde est convaincu en fait de l'écosystème. Donc c'est vrai que la première fois voilà, où je me suis vraiment confrontée à la communauté, je me suis dit mais waouh, enfin la communauté est tellement cool entre guillemets que c'est vrai que j'ai pensé plusieurs fois à me retirer du secteur. Enfin voilà, notamment la grande question, est-ce que je pars à New York à l'ONU ou est-ce que je reste en blockchain. Enfin ça a été vraiment un gros dilemme pour moi. Et c'est vrai que ce qui faisait peser dans la balance, c'était me dire non mais enfin voilà, la communauté est tellement sympa que voilà quoi, ça donne vraiment envie de rester. Donc je pense que ce qui hype entre guillemets, c'est tous les événements, toute la communauté autour. C'est vrai qu'il y a les crypto apéros, il y a les événements de DeFi France, il y a les événements de Pirates Lab. Voilà, il y a nos événements aussi de Women in Web3, il y a les Web3 conférences. Enfin, il y a toujours quelque chose en Web3. Le fait aussi que la France et une belle place dans l'écosystème. Ça donne aussi envie de construire en France. La BPI aide énormément les entrepreneurs Web3. Il y a énormément voilà, de grandes figures qui sont connues internationalement, en fait, qui sont françaises. Donc c'est vrai que ça donne vraiment confiance enfin voilà, pour construire, pour build et pour évoluer dans cet environnement voilà, français qui est excellent. On a énormément de conférences aussi qui se passent à Paris. On a la Paris Blockchain Week, les Paris NFT Day, les Metaverse Summit. Donc je pense que être en France et vouloir build en blockchain, c'est c'est beaucoup plus simple qu'ailleurs de par la communauté qui est hyper accueillante et qui est vraiment hyper active à Paris. Donc c'est vrai que voilà, j'ai eu le choix là récemment de partir à Londres pour continuer à travailler à Londres et à m'imprégner de la communauté Web3 de Londres. Et voilà, j'ai fait le choix de rester à Paris parce que pour moi, Paris, enfin la France est vraiment en avance en Europe et même voilà dans le monde. C'est l'un des leaders du Web3. Donc c'est vrai que ça donne vraiment envie de contribuer à ce secteur dans cette dynamique. Ouais, c'est hyper cool d'entendre ça en tout cas et ouais, c'est hyper dynamisant, motivant je trouve voilà donc ouais, ça donne encore plus envie de pousser et voilà d'apporter sa pierre à l'édifice. Du coup, tu disais voilà que l'écosystème était bouillonnant. Est-ce que tu nous citerais un projet qui te plaît particulièrement en ce moment que tu suis et voilà nous dire pourquoi et ce qui t'intéresse dans ce projet? Comme grand projet français, c'est vrai qu'on a Dogami, qui est voilà ce play to earn sur la blockchain Tezos. Il y a le jeu n'est toujours pas lancé, il y a une énorme FOMO pré-lancement.
enfin du coup c'est un peu ce qu'ils appellent le pétaverse, donc le Nintendogs de la métaverse. Donc voilà, moi je suis pas très NFT personnellement, enfin je collectionne pas des NFT, je spécule pas sur les NFT, mais c'est vrai que les seuls NFT que j'ai aujourd'hui, c'est les Dogami parce que c'est vraiment un projet dans lequel je crois. Peut-être voilà parce que Nintendogs c'est un peu ma Madeleine de Proust. J'ai joué quand j'avais 10 ans et retrouver un peu ce principe autour de la métaverse, c'est très sympa. Donc voilà, Dogami, ils ont build sur la blockchain Tezos, qui est une blockchain française. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des projets français qui build sur une blockchain française. Et voilà, et puis comme jeu Play to Earn aussi, je peux citer Human Divergence, qui est du coup ce jeu Play to Earn, pareil, de rôle immersive. Voilà, donc je pense que la France, on est très bien placé dans le gaming. Voilà, notamment aussi, on peut citer Sunbox, qui est aussi un projet pseudo-français et qui est un projet pareil dans le métaverse. Donc voilà, donc je pense que la France, on est extrêmement bien placé dans le Play to Earn. Et puis en DeFi aussi, avec tous les projets français, Angle Protocol, qui est un peu l'euro, enfin le stable euro, Morpholabs, qui sont nos partenaires et qui sont ce protocole de lending, borrowing, avec vraiment zéro intermédiaire. Donc voilà, c'est un peu tous les projets qui m'inspirent et auxquels je crois en ce moment. Merci, du coup, je t'en avais demandé un, tu m'en as donné 4 ou 5, mais c'est parfait, ça permettra ça permet Désolée. toujours de découvrir, non, ça permet toujours de découvrir de nouvelles choses, donc c'est ce qui est important aussi de garder l'esprit large. On arrive déjà à la dernière question. Alors je vais te demander un effort de projection assez important, mais est-ce que tu saurais me dire comment tu vois le Web3 ou tout cet écosystème d'ici une dizaine d'années? Voilà, c'est quoi que tu vois venir? Voilà, n'hésite pas à être créative, voilà, ne te bride pas, c'est vraiment une question large et Pour moi, vraiment, le Web3 et puis la blockchain de manière générale, ça peut vraiment révolutionner tous les secteurs d'activité, du secteur financier au secteur de la logistique, au secteur de la santé. C'est vrai que enfin voilà, c'est vraiment ce pourquoi je crois à la blockchain, c'est parce que voilà, pour moi, ça va être révolutionnaire et ça va révolutionner tous les secteurs d'activité. Enfin voilà, c'est vraiment possible que dans 10 ans, à l'instar d'Internet, la blockchain, ça soit une technologie courante et que on attend toute la prochaine la innovation avec impatience. Mais c'est vrai que pour ça requiert vraiment une adoption de la blockchain en, en amont. C'est vrai que pour ça, il faudrait permettre une politique des crypto-monnaies durable. Il faudrait aussi se former la population un peu acculturée. C'est vrai que quand j'étais dans le secteur de l'IA, je faisais énormément d'acculturation parce qu'on entendait toujours oui, les machines, enfin bref, je sais même plus ce qu'on entendait sur l'IA, mais c'est vrai qu'on entendait énormément de choses sur Siri, sur les machines qui allaient prendre le pouvoir, etc. Et on a un peu raté cette acculturation en intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'on le rate dans le secteur de la blockchain. Euh, donc voilà, il faudrait vraiment une reconnaissance du potentiel de la blockchain et des crypto-monnaies. Il faudrait aussi que l'administration, elle évite de freiner en fait le développement des crypto-monnaies. Donc voilà, ça passe aussi par une acculturation des médias. Je sais que moi, dès que je peux, je fais de l'acculturation euh, dans les entreprises, dans le privé aussi, en famille ou entre amis. Euh, donc voilà. Après, ce qui permettrait aussi une énorme révolution, ça serait l'adoption de la blockchain sans forcément que tout le monde le sache. C'est vrai que les aéroports, notamment Air France, ils ont effectué du coup le suivi des tests Covid durant la pandémie, du coup pour prendre les vols sur la blockchain. Personne n'a été au courant, ça n'a gêné personne l'a su et pourtant eux ça les a aidés. Je suis sûre que si à chaque personne on leur avait dit votre test Covid il est sur la blockchain, ça aurait fait un carnage complet, tout le monde aurait crié sur Twitter, etc. Donc c'est vrai que cette adoption massive elle passe aussi par une acculturation, par le développement de la blockchain en bac entre guillemets. Là mon petit ami vient d'être diplômé de l'EM Lyon et il a reçu un mail qui disait voilà votre diplôme est inscrit sur la blockchain. Donc
c'est vrai que des petites choses comme ça vont permettre vraiment une acculturation de la blockchain, que les gens ne soient pas tétanisés par la blockchain comme ils sont maintenant tétanisés par l'IA. Et, et, et voilà. Donc, je suis hyper positive sur l'évolution du secteur du Web3 sur 10 ans. Mais c'est vrai que nous tous, on a un rôle à jouer. Enfin voilà, toi le premier, tu joues très bien ton rôle avec ce podcast où voilà, tu laisses la parole à des gens qui construisent le Web 3 voilà, il faut vraiment que tout le monde se sente convaincu et surtout rassuré par la blockchain qui va enfin pas conquérir mais qui va ouais révolutionner tous les secteurs d'activité et puis arriver de plus en plus dans nos milieux, quoi. C'est génial, on termine sur une note hyper positive, donc c'est chouette. Un grand merci à toi, du coup, Naomi, voilà, pour ton temps et puis pour tous tes apports et puis bravo pour tout ce que tu fais avec, bien entendu, ton équipe et dans le cadre de Women in Web3. J'espère que voilà, tu as passé aussi un bon moment et je te laisse le mot de la fin. Oui, merci à toi. Voilà, comme je disais, un podcast qui met vraiment en lumière les gens qui construisent dans le Web3, c'est super important. Donc vraiment, merci à toi pour ce que tu fais. Et sinon, voilà, pour tous les gens qui savent pas trop par où commencer, je les invite vraiment à nous suivre sur les réseaux, à visiter notre site womaninweb3paris.com où on communique sur tous nos événements. Là, on s'exporte à l'international. On fait un premier événement à Lisbonne le 31 octobre. Donc voilà, on vise vraiment à cette acculturation, à cette démocratisation, à inclure de la diversité dans le monde du Web3. Et on vous invite tous à venir à nos conférences, si vous êtes une femme et puis si vous êtes un homme aussi. Et puis voilà, merci beaucoup Romain de m'avoir invité aujourd'hui. Et puis j'espère que mon avis sera pertinent pour nos auditeurs. J'en doute pas, j'en doute pas. Merci à toi encore et à très vite, Naomi. Salut. Salut, merci pour tout. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.